majorité du groupe ne souhaite pas la voter et ce qu'elle attend donc dans le futur proche, très proche. Tout d'abord, notre groupe l'a affirmé et réaffirmé depuis le mois de septembre, il est urgent que les voix républicaines de cet hémicycle puissent travailler ensemble, en faisant des compromis pour avoir de réels budgets et non des budgets spéciaux jusqu'aux élections présidentielles, afin que notre France puisse fonctionner et tenir son rang. Nous voyons déjà tous les jours les dégâts d'une éventuelle loi spéciale et de l'instabilité politique dans nos territoires, où des entreprises hésitent aujourd'hui à s'installer et où d'autres ont peur d'investir. Par ailleurs, nous attendons de vous, Monsieur le Premier ministre, un réel dialogue avec le Parlement, un investissement ou un réinvestissement considérable dans certains secteurs. Nous les connaissons tous, la justice, la sécurité, la santé, l'éducation, et que dire de nos territoires ultramarins qui manquent cruellement de moyens. Ils deviennent une source de tension et d'exaspération pour nos concitoyens. Sur le sujet particulier des retraites, le groupe Lyot défend depuis longtemps la suspension de la réforme de 2023, mais afin d'organiser une conférence de financement. Aussi, nous accueillons avec bienveillance, mais aussi avec beaucoup d'attentes, votre volonté de la suspendre. Il ne s'agit pas seulement d'attendre 2027 sur ce sujet, bien que les élections présidentielles devront également donner un nouveau souffle à ce débat. Mais il s'agit aussi dès aujourd'hui de travailler avec sérieux et surtout avec écoute de nos concitoyens, mais aussi des partenaires sociaux, pour une réelle refonte visant à la fois à protéger notre modèle social en assurant la pérennité de son financement à long terme dans le contexte démographique que nous connaissons et que personne ne peut nier. Nous attendons également de vous que les débats qui s'annoncent puissent amener à une plus grande justice fiscale. Il n'est pas possible de toujours faire reposer des efforts sur les mêmes. Beaucoup de nos concitoyens ne comprennent plus pourquoi ils travaillent quand ils ont des problèmes pour se soigner, pour se loger, voire pour se nourrir. Leur pouvoir d'achat diminue quand ils voient pourtant que les plus grandes fortunes s'enrichissent davantage chaque année. Dans ce contexte, il est indispensable que les plus fortunés contribuent davantage à l'effort, mais pour autant, sans impacter le capital productif, mais également pour que le travail paye plus. C'est ce chemin que le groupe Lyot a toujours souhaité emprunter. Le groupe Lyot veillera également à ce que les territoires d'outre-mer ne soient pas mis de côté. Chacun d'entre eux a des enjeux spécifiques et urgents. Je pense notamment, pour n'en citer qu'un, et cela ne vous surprendra pas, à Mayotte, qui il y a près d'un an a violemment été frappé par le cyclone Chido. Nous connaissons le bilan de cette catastrophe. Il est temps maintenant d'agir et il est nécessaire qu'enfin une ligne budgétaire spécifique concernant les 4 milliards d'euros prévus concrétise la promesse qui a été donnée ici même dans cet hémicycle. Par ailleurs, comme l'a déjà rappelé notre président délégué Christophe Nechelem, placé en numéro 13 dans l'ordre protocolaire, le ministère des Outre-mer est un mauvais signal. Symbolique certes, mais c'est un mauvais signal. Nous serons donc particulièrement vigilants à ce que tous les territoires d'outre-mer, mais également la Corse, soient bien pris en compte. Monsieur le Premier ministre, il est impératif pour les Français que nous puissions travailler dans la confiance. Pour cela, votre indépendance vis-à-vis du chef de l'État est nécessaire. Le dialogue que vous appelez de vos vœux, j'en suis convaincu, est une volonté sincère de votre part. Mais il ne pourra se faire sans votre libération de la tutelle du président de la République. Nous ne pouvons accepter qu'il remette d'ailleurs la responsabilité de l'instabilité sur le Parlement, quand elle est indiscutablement le fruit infructueux d'une mauvaise décision, la dissolution de 2024, qui de plus a été une décision prise seule et pour de mauvaises raisons, et qui a coûté, selon l'OFCE, plus de 14 milliards d'euros à la France. Sa récente déclaration, malheureusement, ne l'honore pas et il ne faudrait pas qu'elle soit le moteur, dans l'ombre, des ressentiments, des débats qui vont bientôt démarrer ici et qui sont plus que nécessaires pour notre pays. Nous ne pouvons pas nous contenter de promesses. Nous devons donc poser des actes concrets, construire en commun dans l'intérêt seul et unique des Français. C'est un appel que je vous lance à vous, mais également à tous nos collègues. Monsieur le Premier ministre, si le groupe Lyot, en très grande majorité, ne votera donc pas la censure, il restera responsable. Mais si à l'avenir, le dialogue que nous souhaitons construire avec vous et votre gouvernement pour faire face aux urgences devait être rompu, notre décision d'aujourd'hui pourrait être différente demain, quand bien même nous avons le plaisir de voir sur le banc des ministres notre cher collègue, ami et ancien président de groupe, Laurent Pagny-Fous. Nous restons un groupe d'opposition, mais qui se veut, comme il l'a toujours été, constructif. Nous espérons que cette position d'opposition constructive permettra d'alimenter des débats sincères, amenant à des mesures justes et à un budget le plus équilibré possible dans ces circonstances politiques particulières.
Vous avez souhaité renoncer à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. C'est une première étape vers une écoute sincère de votre part. Néanmoins, il faut aussi que durant les débats, les propositions que nous ferons les uns et les autres puissent également être entendues et appréciées. Aller jusqu'au bout des échanges, sans prendre en considération les propositions de tous, n'aboutirait à aucune mesure efficace pour notre pays et continuerait à alimenter la méfiance de nos concitoyens. Donnons un budget juste à notre pays. Et je fais ici le vœu que les débats de notre Parlement aboutissent à des propositions réalistes et évitant, comme on l'a connu l'an dernier, toute surenchère financièrement délirante. En résumé, je n'ai qu'une chose à dire, au travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à madame Emmeline Kerbidier pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Alors, on va passer au groupe suivant et puis si elle arrive dans les 10 minutes qui viennent, je lui donnerai la parole après, le président Éric Ciotti pour le groupe UDR. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre représentation nationale doit choisir ce matin. Un choix difficile, exigeant, courageux, qui engage l'avenir de notre nation tout entière. Oui, nous devons choisir entre la continuité d'un pouvoir usé jusqu'à la corde, sans cap et sans légitimité, ou choisir le sursaut de la vérité et du courage. Choisir d'effacer ou non le macronisme, choisir ou non de mettre fin aux souffrances, aux difficultés des Français, choisir ou non de mettre fin à une immigration de masse et à l'ensauvagement de notre société, choisir ou non de stopper la spirale infernale des 3 400 milliards de dettes, du record mondial des impôts, comme le soulignait encore dans son alerte le FMI, qui pointait la gestion calamiteuse du président Macron et qui prévoyait que la dette française allait dépasser à l'horizon 2030 la dette de la Grèce. Voilà votre gestion. Choisir ou non de sauver nos services publics, de protéger nos concitoyens les plus fragiles. Avec le groupe de l'Union des droites pour la République, nous avons déposé, aux côtés de Marine Le Pen et du groupe du Rassemblement national, cette motion de censure, non par calcul, mais par conviction, parce que tout simplement, nous croyons que la France mérite mieux que la survie d'un système qui s'effondre. Depuis 8 ans, les Français regardent ce pouvoir qui promet la réforme et ne fait que livrer la confusion, qui parle d'autorité mais qui pratique la faiblesse, qui prétend incarner la modernité mais ressuscite les inepties d'une gauche qui aura tant fait de mal à la France. Ce dernier gouvernement n'est pas celui du redressement, c'est celui du renoncement. Il n'a pas de majorité, pas de vision, pas de légitimité. Il n'a qu'un seul maître, qu'un seul guide, qu'une seule boussole, la peur. La peur du peuple français, la peur des urnes. Mais nous, ici, représentants de la coalition des patriotes amoureux de la France, la coalition qu'attendent les Français, nous n'avons pas peur. Un homme de droite, représentant les aspirations de millions de Français, je censurerai avec détermination votre gouvernement fantoche. Je le fais sans hésitation, sans état d'âme, sans ambiguïté,
pour une raison simple qui apparaît à tous les Français, car votre politique est tout simplement socialiste. Oui, je censurerai un gouvernement socialiste, gouvernement dont M. Hollande est devenu le vice-premier ministre, un gouvernement otage du Parti socialiste, prisonnier d'Olivier Faure, qui vous tient, qui vous contraindra, qui vous dicte déjà votre ligne. Aujourd'hui, ils vous ont imposé de reculer sur la réforme des retraites. Attendons de voir ce qu'il en est au final. Le seul totem du macronisme que vous avez bradé à la sauvette. Mais demain, ils vous imposeront la taxe humaine, le retour à la taxe à 75%, des impôts, des taxes, des normes, des règlements, et vous céderez. Demain, à genoux, vous céderez pour survivre piteusement. Vous céderez sur tout, sur les impôts, sur les dépenses, sur la dette, sur l'immigration, sur la sécurité. J'entendais déjà le ministre de l'Intérieur avoir des pudeurs pour contester qu'il y ait une submersion migratoire, alors que nous avons accueilli l'année dernière près de 550 000 étrangers dans notre pays. Nous censurons, je censurerai un gouvernement socialiste et son budget. Un budget qui incarne la recette immuable du socialisme. Toujours plus de dépenses, 30 milliards, toujours plus de dettes, 77 milliards d'intérêts de la dette, toujours plus d'impôts, au moins 19 milliards. Ce budget, c'est celui de la fuite en avant d'un gouvernement qui ne sait plus produire, qui punit l'effort, qui dévalorise le travail, qui décourage l'investissement, qui alourdit la fiscalité et qui étouffe la compétitivité. Je censure ce gouvernement car nous combattons sa philosophie, celle qui prétend que la France se maintient par la redistribution et non par le travail, par la dépendance et non par la liberté, par la dépense et non par la responsabilité. Mais quelque part, ce gouvernement traduit le retour finalement aux sources du macronisme. Oui, vous remontez aux origines du fleuve. Rappelons-le, Emmanuel Macron fut l'homme lige de François Hollande, son secrétaire général à l'Élysée, puis son ministre de l'économie, avant certes de le trahir. Derrière l'opportunisme, ce pouvoir en réalité n'a jamais cessé d'être celui de la gauche camouflée, caché sous les habits d'un prétendu nouveau monde. Vous avez berné les Français. Certains ont cru naïvement à la promesse du « en même temps », mais ce dépassement, au final, aura tourné à la confusion. Et cette confusion, aujourd'hui, elle se traduit dans la compromission et dans le chaos. Oui, mes chers collègues, nous censurons car nous croyons en la liberté, en l'identité, à l'autorité, à la responsabilité, à la souveraineté, au mérite, au travail, toutes ces valeurs pour lesquelles vous avez démissionné. Et parce que je sais qu'on ne redresse pas la France avec les idées de ceux qui l'ont terriblement affaiblie, abaissée, dégradée. À tous ceux qui aiment la France, je veux lancer aujourd'hui un appel sur ces bancs. Votez cette censure, au-delà des partis, au-delà des consignes, au-delà des intérêts personnels. N'ayez pas peur, mes chers collègues, n'ayez pas peur du jugement des Français. Ne sacrifiez pas la France à la survie d'un système politiquement déjà mort. Comme en 1958, l'heure du courage a sonné. Ne sacrifiez pas les Français à la survie d'un président déchu qui a trahi la patrie. Je m'adresse en particulier, je le dis, même si leurs bancs sont quasi intégralement, cher Pierre Cordier, vides. Voilà ce que représente aujourd'hui
la famille politique que j'ai eu l'honneur de présider, celle qui quelque part a été l'héritière du général de Gaulle, elle est absente au rendez-vous des Français, elle est vide. Alors, malgré leur absence, et je parle par l'intermédiaire courageuse de Pierre Cordier qui est là, je m'adresse à mes amis républicains. N'écoutez pas votre peur, je la connais, je l'ai connue. Ne cédez pas aux menaces, aux coups de menton, aux calculs à la petite semaine, aux tentatives de déstabiliser les uns pour valoriser les autres. Écoutez les Français, écoutez vos électeurs, écoutez vos sympathisants, écoutez surtout la France qui vous demande, qui exige d'arrêter ce désastre et de sauver avec nous la France. Refuser la censure, c'est gagner sans doute quelques semaines sous la tutelle de M. Olivier Faure, un hypothétique et court répit avant une dissolution inéluctable. Mais refuser la censure, c'est avec certitude perdre définitivement la confiance de ceux qui vous ont donné un mandat, les représenter et les protéger. Les menaces, la peur ne vous sauveront pas. L'union, oui, empruntez le chemin courageux de l'union, comme je l'ai fait l'année dernière. Censurez. Ne vous compromettez pas dans le soutien à ce gouvernement. N'avalez pas cette couleuvre, ce boa, cet alligator rose. Aucun électeur de droite ne vous le pardonnera. Alors oui, mes chers collègues, avec nous, osez le courage, censurez, pas pour vous, mais pour la France. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à présent donc à Emeline Kerbidi pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, depuis un an, notre pays est confronté à la plus grave crise politique que nous ayons connue sous la Ve République. Monsieur Lecornu, vous êtes le 5e Premier ministre à se présenter devant notre Assemblée depuis 2022. La sortie de crise nécessite assurément le respect mutuel de nos institutions. Le respect, voyez-vous, est basé sur la confiance sur l'honnêteté et l'honnêteté sur le respect de la parole donnée. Et pourtant, depuis votre récente nomination, nous avons essuyé vos fausses promesses. Promesses de rupture, d'abord, alors que tant dans la méthode que dans le fond, vous restez fidèle à Emmanuel Macron. On vous attendait avec un gouvernement de gauche, c'est à droite que vous êtes allé chercher un semblant de majorité avant que cette même droite ne vous laisse seul au milieu du gué. Vous avez promis le dialogue, mais vous refusez d'écouter. Vos longues consultations n'ont finalement permis que la reconduction d'un gouvernement composé de derniers fidèles, de derniers soldats, appuyés sur un socle qui n'a plus rien de commun, ni de majoritaire. Vous vous enlisez dans le déni démocratique. Vous aviez même promis, après votre démission, de ne plus revenir. Mais vous voilà devant nous, aujourd'hui. Pour rester coûte que coûte, vous promettez encore. Après que vos amis aient fait adopter en force, contre le Parlement et contre le peuple, la réforme des retraites, vous concédez enfin, tout juste, de la suspendre. Il vous aurait suffi d'un décret, un simple décret, pour tenir votre promesse. Mais vous préférez nous renvoyer à un amendement dans le PLFSS. Un amendement que votre socle bancal a déjà promis de combattre de toutes ses forces. De quels moyens ? Entre l'obstruction parlementaire et les rouages du calendrier budgétaire, bien heureux celui qui peut croire encore à cette promesse de victoire. Et quand bien même
Quand bien même nous parviendrions à faire adopter un tel amendement, quel maigre résultat. 9 mois de plus et des pensions au rabais. Vous avez promis aux Français que la facture sera salée. En réalité, nous ne reviendrons pas à l'état antérieur à 2022. Au groupe GDR, nous avons fait de la lutte contre la réforme des retraites un symbole fort de notre mandat. Nous avons été de tous les votes, de toutes les manifestations, dans cette Assemblée comme dans la rue. Mais voyez-vous, les symboles, ça ne se brade pas. Alors, pour tenter de nous convaincre, vous promettez toujours. Vous faites mine de redécouvrir la démocratie parlementaire. Voilà que vous promettez maintenant d'abandonner l'usage du 49.3. Et nous devrions vous croire désarmés ? Monsieur le Premier ministre, de combien d'autres outils constitutionnels userez-vous pour contraindre les débats et faire adopter votre budget? Abandonnerez-vous l'utilisation du vote bloqué, prévu à l'article 44 alinéa 3? Délaisserez-vous l'usage de la seconde délibération prévue à l'article 101? Si nous augmentons les recettes, renoncerez-vous à l'article 40 lors de l'examen des dépenses? Enfin, renoncerez-vous à procéder par voie d'ordonnance, comme les articles 47 et 47-1 vous en offrent la possibilité? Autant d'outils sur lesquels vous ne vous êtes jamais prononcé. Le renoncement à l'article 49.3 est un leurre, et vous le savez. Mais même minoritaire, même affaibli, même esseulé, vous continuez de vous jouer de notre Assemblée. Quant au président de la République, alors que 68% des Français réclament désormais sa démission, il s'enferme dans le déni, menace de dissolution. Quelle drôle de partition! Pendant que vous flattez les députés pour tenter de leur faire croire que l'avenir du pays est entre leurs mains, votre mentor rappelle que le véritable pouvoir est entre les siennes. Vous avez en commun de vouloir faire croire que l'origine de la crise, comme sa solution, reposerait uniquement sur notre Assemblée. Habile façon de fuir votre responsabilité. Or, si notre Assemblée est morcelée et sans majorité, c'est par la faute d'Emmanuel Macron qui, un soir de juin 2024, avait pris la décision, seul et sans même en informer son camp, de dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà la véritable cause du désordre politique. Pour compenser son absence de majorité, depuis 1 an, il use et abuse de la Constitution, fragilisant le pouvoir législatif et l'ensemble de nos institutions, mettant à nu les fragilités de notre République, transformant la crise politique en crise institutionnelle, tout cela dans un unique but, préserver ses intérêts et ceux d'une poignée de très riches, à qui il a fait des milliards d'euros de cadeaux fiscaux depuis son arrivée au pouvoir, au détriment des travailleurs, des retraités, des étudiants, des ménages pauvres et modestes, de la jeunesse qu'il sacrifie. Votre budget 2026 en est la parfaite illustration. Année blanche, gel des aides sociales, baisse des aides au logement, augmentation du coût des carburants, augmentation de la TVA pour les auto-entrepreneurs, gel des barèmes de l'impôt sur le revenu, baisse du nombre de fonctionnaires, déremboursement des médicaments et tant encore. Un budget que vous jugez imparfait, nous le trouvons inadmissible. Depuis votre première nomination, il est vrai que les rebondissements ont été nombreux et que le recrutement de votre gouvernement n'a pas été une sinécure. Ne croyez pas que je m'en amuse, comme la plupart de nos concitoyens, nous avons trouvé que le spectacle était plutôt affligeant. Dans cet emploi du temps de ministre, fraîchement nommé, démissionnaire et remissionné, vous avez pourtant trouvé le temps de modifier le budget préparé par votre prédécesseur. Vous auriez pu faire mieux, vous avez choisi de faire pire en limitant l'effort demandé aux plus riches. Pour les territoires d'outre-mer, ce sera la double peine. Les coupes sur le budget général s'ajoutent aux coups de rabot sur la mission outre-mer. Le taux de chômage est déjà 2 à 3 fois plus élevé qu'en hexagone. Qu'à cela ne tienne, vous prévoyez une coupe de 350 millions sur la LODEOM. L'innovation et l'économie font rayonner la France, mais vous prévoyez 400 millions d'euros en moins sur l'aide à l'investissement des entreprises en outre-mer. Tous les secteurs sont concernés, le bâtiment, le commerce, le tourisme, et les conséquences seront inévitables sur l'emploi, le logement, le pouvoir d'achat. Nos territoires, que tous les indicateurs économiques et sociaux placent loin derrière l'Hexagone, avaient besoin d'un plan de rattrapage, Monsieur le Premier ministre. Vous leur promettez un plan de largage. Au nom de notre appartenance à la nation, vous souhaitez que l'on participe à l'effort budgétaire. Vous avez l'égalité à géométrie variable. Depuis des décennies, nous réclamons des moyens égaux pour nos services publics, l'égalité des droits sociaux et de justes compensations pour nos difficultés structurelles. En 2025, pourtant, il manque toujours des routes en Guyane, de l'eau à Mayotte, des logements à La Réunion. Et sur tous nos territoires, nous subissons le chômage de masse, la cherté de la vie, la pauvreté extrême. La France ne gère ses anciennes colonies qu'à travers les crises qu'elle traverse et les catastrophes qui les frappent. Crise sociale, environnementale ou institutionnelle, quand les caméras se déplacent, vos regards viennent à nous.
Crise d'ailleurs que vous parvenez le plus souvent à créer vous-même, comme en Nouvelle-Calédonie, où l'entêtement du président de la République sur le dégel du corps électoral avait mis l'archipel à sang et à feu. Avec le report des élections, Monsieur le Premier ministre, vous lui emboîtez le pas, sans même vous remettre en question. Monsieur le Premier ministre, vous trouvez que la France est malade? L'outre-mer agonise. Vos coupes budgétaires finiront de tuer nos économies. Ce n'est pas par dogmatisme que nous les refusons, mais par réalisme et par amour de nos pays. Chaque coup de rabot creusera un peu plus l'écart en notre développement et celui de l'Hexagone. Chaque coup de rabot fera reculer l'objectif de réalité. Et croyez-moi, nous en sommes loin. Notre message à cette tribune est clair. Pas de coupe budgétaire pour l'outre-mer. Monsieur le Premier ministre, nous ne sommes pas les artisans du chaos pour lesquels vous aimeriez tant nous faire passer. Mais au nom de quoi devrions-nous nous résigner et accepter un tel budget qui choisit d'épargner les plus riches pour accabler les ménages modestes et les petites entreprises en Outre-mer, plus encore qu'ailleurs? Pour permettre une hypothétique suspension de la réforme des retraites, financée par un gel des pensions? Parce que vous nous donnez l'illusion de pouvoir débattre en renonçant au 49.3 alors que votre besace constitutionnelle regorge d'autres outils pour contraindre la discussion budgétaire? Au nom de la sacro-sainte stabilité, laquelle? Celle du président de la République assis sur son trône ou celle des marchés financiers que vous affectionnez tant? Mesdames, Messieurs du gouvernement, aujourd'hui nous ne censurons pas une femme ou un homme, nous ne censurons pas un nom, nous censurons votre budget, mortifère pour la France et mortifère pour nos territoires d'outre-mer. Nous censurons vos fausses promesses, vos faux semblants, vos mensonges à la face de ceux que vous méprisez, drapés dans une démocratie d'apparat. Nous censurons parce que nous n'avons pas d'autre solution, parce qu'après avoir essuyé le pire, vous nous promettez encore pire. Nous vous censurons parce que nous voulons que notre pays sorte de la crise, parce que nous sommes persuadés que la seule solution aujourd'hui est le départ du président de la République et votre départ doit lui précéder. Merci beaucoup, Madame la députée. La discussion commune est close. Je vais maintenant mettre aux voix la motion de censure déposée par Madame Mathilde Panot et 86 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin est ouvert pour 30 minutes. Il sera donc clos à 11h30. La séance est suspendue.
Entre les deux croix, d'accord. Ah oui, d'accord. Non mais franchement, c'est très calculé votre truc. Bon, merci d'être là. Nous n'allons pas voter la censure pour une raison qui a été largement explicitée par Laurent Baumel il y a quelques instants. Mais je voudrais vous dire aussi qu'il y a une formidable hypocrisie dans cet hémicycle. Toutes celles et ceux qui vont voter la censure savent que si elle était votée, en réalité, le gouvernement procéderait par loi spéciale et tout ce qu'ils prétendent combattre serait en réalité imposé aux Françaises et aux Français. En acceptant d'entrer dans le débat, comme nous le faisons, nous allons au contraire permettre d'amender et de corriger très sensiblement une copie qui n'est évidemment pas la nôtre et qui n'aurait jamais été le projet de budget de financement à la fois de la Sécu et de l'État que nous aurions proposé si nous étions aujourd'hui au gouvernement. Mais nous allons permettre donc de grandes conquêtes dans les prochaines semaines, alors que celles et ceux qui votent la censure aujourd'hui savent très bien que la conséquence de leur vote, s'il était suivi par une majorité, eh bien, permettrait une loi spéciale au gouvernement et que nous n'aurions plus jamais la possibilité de corriger la copie. C'est la raison pour laquelle je suis heureux, avec mes camarades socialistes, de faire en sorte que le débat puisse s'engager. Mais je crois que comme toujours dans ces moments-là, il y a des gens qui cherchent davantage le symbole. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'expliquer que comme ce gouvernement n'est pas le nôtre, on le censure. Mais que veut-on? Passer d'une censure à l'autre? Être d'un gouvernement à l'autre amené à dire qu'aucun d'entre eux ne tiendra jamais? Il n'y a pas de majorité dans ce Parlement. Aucun d'entre nous n'a la majorité. C'est vrai pour l'extrême droite, c'est vrai pour la droite, c'est vrai pour la gauche. Et donc nous sommes dans une situation où il faudra forcément agir avec un Parlement qui n'est le Parlement de personne, ou plus exactement qui est le Parlement de tout le monde, en tout cas celui que les Français ont choisi il y a un an, qui est parfaitement légitime puisqu'il est celui qui a connu finalement le taux de participation le plus élevé depuis 40 ans, et donc nous allons faire avec. Mais ce qui a changé avec ce gouvernement par rapport au précédent, il s'est rallié à la position défendue par tout le nouveau Front populaire de ne pas gouverner avec le 49-3 et donc d'accepter l'idée que c'est le Parlement qui est souverain. Alors chacun prendra son risque et chacun devra répondre de ses actes devant vous, devant les Françaises et les Français, parce qu'à chaque vote, chacun saura que son vote compte puisqu'il n'y aura pas de correction possible par le gouvernement en fin de parcours avec un 49-3. Mais si le Parlement n'était pas respecté, si le gouvernement ne tenait pas ses engagements, je pense notamment à la suspension de la réforme des retraites, il va de soi que nous censurerions immédiatement. Et donc, tant que le Parlement sera respecté, tant que le gouvernement sera loyal avec le Parlement, nous ne le censurerons pas. Dès lors qu'il ne le serait plus, nous le censurerons immédiatement. C'est une question de droit de vie ou de mort, mais c'est une évidence qu'il faut maintenant des parlementaires qui aient l'intelligence de comprendre que nous avons peut-être le moment le plus parlementaire de la Ve. Ça n'est jamais arrivé. Depuis 1958, les parlementaires font semblant d'être des députés, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas parce qu'à chaque fois qu'ils votent un amendement, ils savent très bien que derrière, le gouvernement reprendra la copie et fera ce qu'il voudra. Pour la première fois, nous sommes considérés pour ce que nous sommes, des législateurs. Et donc, peut-être que ça donnera lieu à des débats qui vont être des débats homériques. Je sais très bien que sur la partie fiscale, sur la partie des dépenses, nous allons avoir beaucoup de débats. Eh bien, tant mieux. Et chacun sera appelé à la responsabilité et chacun devra répondre de ses actes devant les Françaises et les Français et dire s'il a voté la taxe Zuckman ou s'il ne l'a pas votée, s'il a préféré taxer les retraités ou taxer les milliardaires. C'est aussi simple que ça. Et donc moi, je le prétends, pour nous, nous allons défendre les retraités, les malades, les gens de la classe moyenne et des classes populaires, les étudiants, les apprentis, tous ceux qui sont aujourd'hui dans le projet actuel, qui sont les premières victimes de ce gouvernement. Et nous verrons ce que chacun fait. Et on verra même dans le bloc central ce qu'ils sont prêts à faire. Est-ce qu'ils sont prêts à dire à leurs électeurs, nous avons préféré défendre Bernard Arnault ou Vincent Bolloré plutôt que celui ou celle qui bénéficie d'une retraite très faible et qui a tant de difficultés à financer les fins de mois? Est-ce qu'ils défendent les salariés ou est-ce qu'ils défendent le patronat? Eh bien, chacun sera devant sa responsabilité. Du coup, Emmanuel Macron avait raison d'insister à remettre à chaque fois un gouvernement macroniste, parce que ça a fini par marcher. Non, Emmanuel Macron n'a jamais eu raison de ne pas entendre ce que lui disaient les Français.
Mais ce que ce gouvernement a compris plus que les autres, c'est qu'il ne pourrait pas gouverner comme les autres l'ont fait précédemment. Ils ne pourront plus procéder avec le 49.3. Ils ne pourront plus avancer sous la contrainte du parlementarisme rationalisé. Et donc, chaque parlementaire sera désormais maître de ses votes. C'est un changement substantiel et c'est la raison pour laquelle nous acceptons de rentrer dans le débat. Ça ne veut pas dire que nous partageons le point de vue du gouvernement. Ça veut dire que nous sommes simplement prêts à assumer un débat parce que nous sommes des parlementaires. Et un parlementaire, il représente, il a reçu un mandat de ses électeurs. Nous allons défendre notre mandat. Nous allons défendre ce que nous avons, les raisons pour lesquelles nous avons été choisis. Mais nous n'accepterons pas, évidemment, la copie gouvernementale. Si vous n'arrivez pas mais vous verrez bien. Non, mais arrêtez avec l'histoire du NFP. Vous avez. Mais nous allons défendre dans l'hémicycle. Qu'est-ce que nous allons défendre dans l'hémicycle? Nous allons défendre ce que nous avons défendu devant nos électeurs. Quand nous suspendons la réforme des retraites, que faisons-nous sinon répondre d'abord à des gens qui ne voulaient plus de la réforme Borne? Et après, il y aura, puisque la suspension ne vaut que jusqu'en 2028, entre les deux, il y aura une élection présidentielle. Cette élection présidentielle remettra les horloges à l'heure, si j'ose dire. Si vous voulez que la réforme Borne se prolonge, votez pour les macronistes. Si vous voulez qu'elle s'interrompe, votez pour la gauche. C'est aussi simple que ça. Et donc, sur le programme du NFP, est-ce que vous croyez qu'on va défendre autre chose dans l'hémicycle que ce que nous avons défendu depuis un an? Nous allons aller dans l'hémicycle, nous défendrons la taxe Zuckman. Nous allons dans l'hémicycle et nous allons défendre les services publics. Nous allons défendre l'école, l'hôpital, les salaires, faire en sorte qu'il y ait des gains de pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français. Nous n'allons pas défendre l'inverse, ce que nous avons toujours défendu. Mais nous allons pouvoir le faire. Et donc, ce serait absurde de dire on préfère censurer. Comme ça, on est sûr d'avoir une dissolution. Avec une dissolution, pendant ce temps-là, le gouvernement procède par loi spéciale parce que les délais seront fort clos. Et nous aurons, en réalité, tout ce que nous ne voulons pas. Nous, en ouvrant le débat, nous permettons que cette copie-là soit corrigée. Et ce que les Françaises et les Français doivent comprendre, c'est que nous sommes les seuls à vouloir corriger la copie. Il y a des gens qui vous disent qu'ils sont pour la 6e République, mais ils n'ont jamais été aussi présidentialistes. Ils ne rêvent que d'une chose, d'être candidats les uns les autres à la présidentielle. Mais si on avait la certitude que la gauche gagne la présidentielle, je vous dirais ok, on y va. Mais personne ne le sait. Personne ne peut en avoir la garantie. Et donc, moi, je préfère un Parlement qui légifère, qui est responsable, et une gauche qui obtient, une gauche qui permet des avancées maintenant. Pas promettre la lune pour demain, mais permettre qu'aujourd'hui les choses changent. Si vous n'arrivez pas à corriger la copie du budget, est-ce que vous le voterez quand même? Mais vous verrez que dans l'hémicycle, la gauche, elle est unie parce qu'elle procède des mêmes électrices et des mêmes électeurs et elle défendra les mêmes idées et elle défendra les mêmes volontés de corriger en fait un budget qui est un budget très injuste, qui est un budget récessif et donc vous verrez que la gauche est parfaitement unie quand elle est dans l'hémicycle et nous serons dans la tranchée avec les uns et les autres et ce sera en fait un débat droite-gauche parce que la meilleure façon d'arriver à mettre fin à cette domination intellectuelle culturelle de l'extrême droite, c'est encore de revenir à un clivage gauche-droite où chacun saura où est l'alternative et où chacun pourra se positionner. Voilà, merci beaucoup. Le truc de Zoom, il n'est pas très précis, ça va trop vite, tu vois. La sensibilité, ouais, bah bien sûr, ouais, c'est un bloqué en fait.
c'est que économiser la guerre. Ça vous donne un peu des France. Mais je peux quand même le faire. Ça c'est pas mal. Donc on peut faire une chose, c'est que là. Oui, alors les autres caméras, c'est pour ça.
Ah si, vous me demandez une déclaration en fait. Non, mais ça... Le PS, madame, Jeanne, si vous lui parlez direct, elle va aller sur le côté. Bon, allez. Est-ce que je peux... Oui, mais Maintenant, Jeanne. bien vous entendre, monsieur Oudou. Tu reviens? Qu'est-ce que t'as fait? T'as écrit le discours de Coquerel? T'as écrit le discours de Coquerel? Ah ouais, t'as négocié en douce. L'interview exclusive. Madame Finkel? Ah oui, ça, merci pour vous dire ça. C'est vraiment un vrai scoop hein, que ça. Vraiment, c'est. Franchement, le résultat sera très serré. Oh, bah ouais. Non, non, ça va les audiences du journal? Vraiment, il t'a fait un scoop là. Ça va être dur. Non, il y a un mec qui parle derrière, c'est exact. Voici le du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289, pour l'adoption 271. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Je vais maintenant mettre aux voix la motion de censure déposée par Madame Marine Le Pen, Éric Ciotti et 56 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin est ouvert pour une durée de 30 minutes. Il sera donc clos à 12h10. La séance est suspendue.
Ça ne passe pas. Bien. C'est pas passé. Un vote donne une décision, il n'abroge pas une conviction. La nôtre demeure intacte. Ce gouvernement, qui procède d'un coup de force du président de la République, de son entêtement à maintenir les siens et sa politique au pouvoir, finira par tomber. Parce que, dans le débat budgétaire qui s'annonce, nous verrons la vérité des prix. Nous verrons quelle est l'orientation défendue par ce gouvernement qui vise à maintenir, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte démocratiquement, quoi qu'il en coûte socialement, quoi qu'il en coûte économiquement, la politique injuste et brutale d'Emmanuel Macron. Notre conviction demeure intacte aussi parce que nous constatons la réalité parlementaire. Nous voyons bien que ce pouvoir, il est assis sur une base parlementaire extrêmement faible, limitée au sein même du bloc prétendument central. De ce disloque commun, on voit bien les nuances, les divergences et même les oppositions frontales entre M. Macron et ses anciens premiers ministres. Et on a vu le peu d'enthousiasme qu'a mis à défendre ce gouvernement Gabriel Attal et son groupe. Et donc, les choses, finalement, ne sont que différées. Et nous continuerons, avec le groupe écologiste et social, à nous battre pour le respect du vote des Français, pour tourner la page du macronisme, pour rompre avec cette politique injuste et brutale et pour offrir ici, par le fait de changer de gouvernement, des victoires pour les Françaises et les Français en matière sociale, en matière écologique et en matière démocratique. Le Parti socialiste avait annoncé très clairement depuis plusieurs jours sa stratégie, celle de pouvoir négocier pour ne pas censurer. Les écologistes ont aussi dit très clairement leur position. Monsieur Lecornu est une anomalie démocratique. Le budget qui nous a été présenté est une régression sociale sans précédent sous la Ve République. C'est une claque à tous les jeunes qui vont avoir leurs APL être supprimés. C'est une claque aux retraités parce que leurs pensions vont être gelées puis désindexées. C'est une claque à toutes les militantes et les militants de l'environnement puisque le fonds vert va encore diminuer. Donc en réalité, nous sommes assez constants, cohérents. Et je crois que notre responsabilité, c'est d'empêcher un tel budget et d'empêcher un tel gouvernement. Oui, mais le PS, lui, ne nous a pas suivis. Le PS dit, nous, on choisit la voie de la raison, on ne peut pas censurer pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas plus tard. Oui, vous savez, on a eu déjà la discussion au moment du premier gouvernement Bayrou, qui est tombé, parce qu'à la fin, les socialistes ont voté la censure. Nous, notre conviction, c'est qu'au fur et à mesure de la discussion, on verra bien. Que si ces ministres sont là, si M. Lecornu a été nommé, si M. Macron s'est entêté, c'est pour maintenir sa politique. Et nous n'avons pas de doute sur le fait qu'à la fin de l'histoire, la gauche et les écologistes se retrouveront pour ensemble incarner une alternative et faire tomber ce gouvernement et dire au président de la République qu'il ne peut pas continuer ainsi. Vous savez, moi je pense à ces milliers de personnes qui se sont levées en juin, en juillet pour permettre non seulement au nouveau Front populaire d'arriver en tête, mais surtout au Rassemblement national d'avoir aucune influence sur nos institutions. Cette promesse du barrage républicain n'a pas été respectée ni par les macronistes, ni par les LR qui se radicalisent de jour en jour. Et je sais que c'est d'abord cela qui tient le nouveau Front populaire ensemble. Et donc nous verrons au fur et à mesure des votes que le nouveau Front populaire continue d'exister parce que nous continuerons ensemble de défendre une justice fiscale beaucoup plus juste pour les citoyennes et les citoyens, qui va chercher l'argent là où il est, auprès des milliardaires de notre pays, auprès des grandes entreprises qui multiplient les profits au détriment des salariés. Donc en réalité, le nouveau Front populaire, voilà, il va vivre pendant l'examen du budget. Moi, je ne suis pas porte-parole de M. Faure, je suis porte-parole des écologistes. Et donc... Mais il ne s'agit pas d'être gentil ou pas gentil. Les socialistes ont démontré leur stratégie. Nous avons été clairs sur la nôtre. Ce n'est pas une gentillesse que de reconnaître que les socialistes continuent à vouloir que M. Lecornu soit en place. Ce n'est pas notre volonté. Donc voilà, ce n'est pas une gentillesse que nous faisons au Parti socialiste. Nous disons très simplement les choses. Nous avons voté la censure parce que non seulement M. Lecornu n'est pas là de manière démocratique, mais surtout parce que les propositions qu'il fait autour de son budget sont néfastes pour le pays. Je vous remercie. Merci. J'ai pas entendu votre... Emmanuel Macron a insisté à se mettre pour un gouvernement macroniste et de droite. Qu'est-ce que ça envoie comme message si ça finit par marcher? Je crois que ça envoie un message, celui de l'entêtement du président de la République. J'ai parlé dans mon discours d'une figure.
Emmanuel Macron, il se rêvait en Churchill, celui qui fait face à l'extrême droite. Et en réalité, c'est un von Hindenburg, le dernier président qui pourrait laisser l'extrême droite gouverner notre pays. C'est cela dont il faut se rappeler. Je crois que c'est ça d'abord que montre son entêtement, sa conception étriquée de la République qu'il veut mettre à son service et non pas au service des Françaises et des Français. Je vous remercie. Ici. Ici au milieu, voilà. Ici. Au milieu des deux trois. Oui, merci. Allez-y, voilà. Oui. C'est bon pour tout le monde? Je suis là, monsieur. C'est bon? Faites attention à ma présidente. Voilà. Il s'en est donc fallu de peu pour que la motion déposée par les Insoumis, des Ultramarins, des communistes et des écologistes ne fasse tomber Le Cornu et son gouvernement, puisqu'il aura manqué seulement 18 voix pour les faire tomber. Notre première pensée est évidemment pour le pays, pour toutes celles et tous ceux qui vont souffrir des politiques cruelles qui sont annoncées par ce gouvernement dans les budgets qui vont venir, avec des retraités qui vont voir leur pension de retraite baisser pour 4 années de sous-indexation des pensions de retraite, à celles et ceux qui n'arrivent déjà plus à se soigner avec 13 milliards de coupes dans la sécurité sociale, le doublement des franchises médicales, mais aussi les attaques contre les personnes qui ont des maladies chroniques, aux personnes qui perçoivent les APL, qui vont voir leur APL baisser là aussi, voire supprimer pour les étudiants étrangers, aux personnes qui vont voir leur impôt sur le revenu augmenter, ou encore pour les 5 milliards de coupes qu'il y aurait à la fois pour les communes et pour les collectivités. Bref, un pouvoir qui, comme d'habitude, veut être doux avec les riches et dur avec le peuple et veut faire payer à la fois les chômeurs et les privés d'emploi, les salariés, les retraités, les malades pour continuer ces politiques de cadeaux faits aux plus riches et aux multinationales. Nous lançons un appel solennel au pays. Ne vous résignez pas, ne perdez pas courage, ne vous divisez pas à la base. Nous lançons un appel solennel à la résistance populaire et parlementaire pour continuer de lutter contre ces budgets cruels. Et nous le disons, le Premier ministre Le Cornu, comme le président Emmanuel Macron, sont en sursis et plus tôt que tard, le président de la République devra partir. Nous redéposons donc une motion de destitution du président de la République aujourd'hui. Évidemment, dans ce vote, la direction du Parti socialiste porte une responsabilité historique dans cette non-censure, en laissant Emmanuel Macron poursuivre sa politique de malheur dont plus personne ne veut dans le pays. Je le dis là aussi solennellement aux militants et aux électeurs du Parti socialiste qui, depuis plusieurs jours, ont dit leur dégoût de voir la direction du Parti socialiste rompre avec le programme du nouveau Front populaire sur lequel ils ont été élus. Rompez les rangs. Ne laissez pas la direction du Parti socialiste vous entraîner dans une alliance avec la Macronie. Il existe un pôle de résistance dans ce pays, celui que nous incarnons à cette heure. Et puisque désormais il est inéluctable qu'il y ait un affrontement électoral avec l'extrême droite, nous aurons besoin de tout le monde. Nous incarnons à la fois l'alternative au macronisme, mais aussi à l'extrême droite autour du programme du nouveau Front populaire. Plus que jamais, une autre politique est possible. Plus que jamais, un autre monde est possible. Vous direz que le Parti socialiste est en dehors du NFP? Écoutez, le Parti socialiste a posé un acte aujourd'hui. Et cet acte est celle d'une alliance de fait avec un accord de non-censure avec les macronistes. Donc, de ce fait, ils ont rompu avec le programme du nouveau Front populaire qui, dès sa deuxième ligne, disait que nous étions élus et que nous proposions au pays et que nous avions mandat de nos électeurs et nos électrices de rompre avec la politique d'Emmanuel Macron. Ils ont posé, je crois, un acte qui est contraire aujourd'hui, d'où le fait que nous appelons toutes celles et tous ceux, et notamment je pense à la jeunesse socialiste qui a exprimé à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux le fait qu'ils souhaitaient que leur direction censure ce gouvernement, eh bien, de rompre les rangs avec la direction du Parti socialiste et de venir aider le pôle de résistance. Olivier Faure est en train. Écoutez, je crois que le pays va comprendre très vite qu'il n'y a aucune raison à ne pas censurer un gouvernement Le Cornu qui, je le rappelle, est illégitime au vu du résultat des urnes et que, au vu du budget cruel, qui est encore pire que celui que proposait le gouvernement Bayrou,
nous allons être dans une situation où des millions de Français vont perdre. Et donc c'est une question de dignité du peuple français que nous proposons avec cette résistance populaire et parlementaire. Est-ce qu'Olivier Faure vous a trahi? Puisque le débat se passe à l'Assemblée, vous pourrez négocier pied à pied, point par point, les articles. Nous serons à pied d'œuvre, évidemment, dans l'Assemblée pour nous battre sur la question du budget. Mais il ne vous a pas échappé que quand vous voyez, par exemple, que le Rassemblement national, qui est responsable de cette situation, puisqu'ils ont refusé par 8 fois de censurer François Bayrou, puis qu'ils ont refusé par 2 fois de voter notre motion de destitution du président de la République, qui aurait pu permettre de sortir par le haut de la crise dans laquelle nous a placé le président de la République, que le Rassemblement national a par exemple expliqué qu'il ne voterait pas en faveur de la taxe Zuckman, qui est juste la base minimum pour mettre fin au séparatisme fiscal des riches dans ce pays. Et donc, nous le savons, le budget qui est proposé est un budget de malheur pour le peuple tout entier. Donc évidemment, nous mènerons la bataille, nous la mènerons à la fois dans l'Assemblée et dans la rue, mais je crois qu'il n'y a absolument rien de raisonnable à laisser un pouvoir continuer, puisque, je le rappelle encore une fois, nous avons un président de la République qui refuse de reconnaître la souveraineté populaire et dont 73% des Français souhaitent son départ aujourd'hui. Le Parti socialiste a trahi ses engagements. Eh bien, la bataille qui va avec la question qui a été aussi posée là, c'est pour ça que nous appelons à rompre les rangs pour toutes celles et ceux qui croient toujours dans le programme de rupture du nouveau Front populaire. Mais encore une fois, je le dis puisque ça va être expliqué à longueur d'antenne, ne vous résignez pas. Voilà ce que nous disons aux gens, ne vous résignez pas. Nous pouvons gagner à la fois les échéances qui arrivent parce que nous retournerons devant le peuple et nous l'avons démontré à de nombreuses reprises. Lorsque le peuple s'y met, lorsque le peuple retourne aux urnes, alors nous sommes plus nombreux. Évidemment que les macronistes qui sont en fin de règne, et vous n'aviez qu'à voir les bancs qui étaient absolument vides pour soutenir le gouvernement Lecornu, mais aussi que l'extrême droite. Parce que ce qui s'est passé en 2024, c'est que l'extrême droite a été battue dans les urnes par une mobilisation citoyenne exceptionnelle, parce que le pays ne veut pas de l'extrême droite, et c'est ce qui a été ressenti profondément en 2024. Nous pouvons le refaire. Donc courage, les mauvais jours finiront. Merci à vous. Bravo.
Les deux croix. Il y a deux croix. Il y a deux croix, voilà. Allez. Et donc, il y a une question, je commence. Hélas, pour le plus grand malheur des Françaises et des Français, ils ont assisté aux noces rouges entre tous les membres du parti unique, l'UMPS, que Marine Le Pen avait prophétisé il y a tant d'années. On savait que cela existait, on savait que les Français en payaient chèrement les conséquences, et maintenant, c'est officiel. Comme l'a dit Marine Le Pen, M. Wauquiez, toute honte bue, a choisi de se dissoudre dans le socialisme, et les socialistes ont choisi une fois encore de trahir les travailleurs français. C'est une journée bien triste pour notre pays, car vraiment, les contribuables, les Français qui travaillent, les retraités, vont devoir être tondus pour que quelques députés lâches gardent leur siège. Donc ce pacte de lâcheté est consternant, mais au moins les masques tombent, la réalité apparaît telle que nous la savions intimement. Il n'y a rien à attendre des députés du système, de tous ceux qui ont pour seule mission dans leur petite vie d'empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir et de résoudre les problèmes. Oh ben. Mais écoutez, ce qui vous intéresse est une chose, moi ça ne m'intéresse pas. Nous, on va se battre désormais pour protéger les Français, se battre pied à pied, article par article, amendement par amendement sur le projet de loi de finances, sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, pour évidemment supprimer toutes ces taxes, ces 19 milliards de taxes, pour proposer des baisses de dépenses dans la gabegie, pour qu'enfin la dépense publique baisse dans notre pays, et proposer des droits nouveaux aussi, puisque si on baisse les dépenses, on peut non seulement éviter les hausses d'impôts, mais on peut baisser les impôts, baisser la TVA, garantir une part fiscale pleine dès le deuxième enfant pour les familles et relancer la croissance. Parce que ce qui est quand même consternant dans la médiocrité intellectuelle, morale et politique que l'on vit, c'est l'absence de débat aussi sur la relance de la croissance. Et quand je lis le rapport du FMI qui a été rendu hier, le chef économiste du FMI dit deux choses. Il dit que si on suit les perspectives du gouvernement, de ce gouvernement, en tout cas gouvernement de l'année dernière, et c'est pas mieux cette année, la dette française va augmenter de 500 milliards avant 2030, la croissance ne sera pas suffisante pour régler la crise des finances publiques, et notre pays va tout simplement vers la situation de la Grèce. C'est ce qui a écrit mot pour mot dans le rapport du FMI, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur certaines antennes qui expliquaient que tout allait bien, Madame la Marquise. Mais je leur dis qu'ils ont trahi même l'apparence de ce qu'ils pouvaient avoir de droite, d'apparence de ce qu'ils revendiquaient eux et des valeurs de droite. Qu'est-ce qui reste comme valeur de droite quand on valide 19 milliards d'impôts, quand on valide la spoliation des pensions de retraite pendant 4 ans, quand on va accepter plus de 500 000 migrants, qu'on cautionne l'effondrement du système éducatif et de santé. Je n'ai plus rien à dire en fait aux députés LR qui aujourd'hui ont trahi leurs électeurs. D'ailleurs, les électeurs n'auront plus rien à leur dire non plus, à part leur dire de dégager. Vous pensez que le PS va finir par appuyer son bouton de la censure ? Moi, je pense que le PS a menti en pleine conscience, avec beaucoup de cynisme. Ils savent qu'ils n'auront pas la suspension de la réforme des retraites et qu'ils, se donneront sans doute un beau rôle en prétendant avoir été trahis par M. Lecornu, alors qu'ils savent que ça ne tient pas debout. Donc peut-être qu'un jour, ils finiront par censurer ce gouvernement pour essayer de revenir dans l'opposition pour les municipales. Ça correspond bien à leur misérable caractère et, il faut bien le dire, à leur ligne politique minable. Pardon ? La baisse des dépenses, la baisse des impôts, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Peut-être que vous y avez cru en 2017, mais si vous y croyez encore, j'ai quelques spécialistes à vous recommander. Mais pour vous, c'est encore une défaite. Vous appelez à une union des droites, au LR tendance Hulot-Retailleau à vous rejoindre. J'ai pas entendu. Est-ce que comme Éric Ciotti, vous appelez à une union des droites, c'est-à-dire que des députés proches de M. Retailleau à vous rejoindre? Écoutez, je ne sais pas ce que les députés proches de M. Retailleau ont fait aujourd'hui ou voté, je n'ai pas encore regardé le détail. Enfin, ils n'avaient pas l'air d'être nombreux à écouter le président des Républicains. Donc c'est quand même absolument consternant
qu'un président des Républicains qui a été élu il y a quelques mois seulement, massivement par les adhérents, n'ait pas l'autorité pour faire voter ses députés. Enfin, moi, j'ai un moment, il y a quand même des limites à tout. Deuxième chose, on a constaté effectivement qu'un certain nombre de dirigeants des Républicains qui n'étaient pas députés, M. Retailleau, M. Bellamy, M. Lisnard ou d'autres, voulaient censurer. Enfin, c'est quand même incroyable. Tous les dirigeants LR qui ne sont pas à l'Assemblée voulaient censurer et tous les dirigeants LR qui sont à l'Assemblée n'ont pas censuré ce gouvernement. Donc moi, je veux bien qu'on dise tout, le contraire de tout, mais à la fin, on ne dit rien du tout. Monsieur Tanguy, c'est encore une défaite de votre camp. Vous n'en avez pas assez? Je ne vois pas du tout une défaite de mon camp, si vous voulez. Malheureusement, ce n'est pas du tout le sujet du camp du Rassemblement national aujourd'hui. C'est un sujet d'intérêt général. Si vous considérez que refuser 19 milliards d'impôts, ça n'appartient qu'au Rassemblement national, moi je veux bien, mais vous nous faites un cadeau, comment dire, qui dépasse les frontières du Rassemblement national. Mais on verra, nous on déposera les motions de censure, et c'est d'ailleurs pour cela que l'ensemble de nos députés n'avaient pas signé la motion de censure. Ce n'était pas évidemment parce qu'ils ne la soutenaient pas, mais parce que nous voulons garder le plus de signatures possible pour pouvoir déposer une motion de censure dès que ce sera nécessaire, et peut-être dès qu'il y aura un changement du côté de ceux qui aujourd'hui ont choisi de sauver Emmanuel Macron pour faire du tort aux Français. Non, ce n'est pas un coup pour rien, c'est un coup pour la vérité. Vous savez, la vérité en démocratie, ça compte. Révéler les actes et les sombres pensées de nos adversaires, ça compte. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, un pas décisif a été franchi entre les partis du système, nos adversaires, et les partis capables de redresser la France, le Rassemblement national et l'UDR, d'Éric Ciotti. Non, mais les insoumis, d'ailleurs, il faut aussi durement critiquer le comportement des insoumis, parce que les insoumis auraient pu aider aujourd'hui à rassembler plus de voix s'ils n'avaient pas déposé, avec leur motion de censure, un texte provocateur, un texte gauchiste ridicule et caricatural qui permet à certains députés LR de voter visiblement notre motion de censure et de ne pas voter la motion des insoumis. Tout ça est pitoyable. Je pense que les insoumis ont peur aussi de retourner aux élections. Les sondages ne sont pas brillants pour eux et qu'ils savent qu'ils perdront aussi beaucoup de plumes. Donc ils s'agitent sur la destitution parce qu'ils savent que ça n'arrivera pas et que ça leur permet de faire oublier qu'ils ont voté 2 fois pour Emmanuel Macron, président de la République, et 3 fois pour les macronistes à Matignon. Le grand vainqueur aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Non, mais je ne vois pas ce qu'il a gagné, monsieur. À part de plus de haine du peuple français, sans doute, ce qui est dommage, et je ne le souhaite pas. Comment? Mais si vous voulez, la différence entre certains commentaires et questions que j'entends aujourd'hui et ce qui me paraît l'évidence pour toute personne qui vit en France dans le monde réel, c'est que ce qui se passe est terrible pour les contribuables, pour les salariés, pour les retraités, pour les entrepreneurs. Donc je ne vois pas comment ce que va être infligé aux Françaises et aux Français peut être perçu par quiconque comme une victoire. Mais si vous voulez m'expliquer en quoi le budget aujourd'hui est capable de résoudre un seul problème des Françaises et des Français et de ne pas tout aggraver, bah écoutez, renseignez-moi, éclairez-moi, parce que là vraiment, visiblement, je n'ai pas vos lumières. Oui, mais pourtant, le débat va se passer à l'Assemblée nationale, donc vous pourrez déposer des amendements, vous pourrez débattre sur ces articles. Tout n'est pas figé. Écoutez, vous êtes tous membres de la presse parlementaire. Si vous choisissez collectivement, en tant que 4e pouvoir et devoir d'information des Français, de cautionner le mensonge de M. Lecornu, qui consiste à croire qu'il est possible, sous la Ve République, que le Parlement fasse un budget à la place du gouvernement, eh bien vous mentez collectivement avec le gouvernement. C'est faux, il est impossible avec les institutions de la Ve République et a fortiori avec ce Parlement que nous fassions un budget. Ce sera un budget Frankenstein, il y aura des amendements qui passent, il y aura des amendements qui ne passent pas. Évidemment, cela ne peut pas avoir de cohérence. Donc nous, on fera le maximum pour éviter la casse, pour éviter les taxes, pour éviter les sacrifices des Français. Mais il ne faut pas mentir aux gens. Monsieur Lecornu ment en disant que le 49.3 est un cadeau. Le 49.3 a été fait pour assurer la cohérence entre l'exécutif et le pouvoir législatif. Et la réalité, ce que j'ai dénoncé il y a déjà 2 semaines, et personne ne m'a démenti, c'est que certains fonctionnaires de Bercy travaillent aux ordonnances pour faire adopter le budget tel qu'il a été déposé hier par ordonnance au 1er janvier, quand le Parlement n'aura pas voté. Je l'ai dit il y a 2 semaines, personne ne m'a démenti, et donc je considère que ne rien dire, c'est bien confirmer que moi je dis la vérité. D'ailleurs, j'avais aussi annoncé sur certaines antennes ici, dimanche, que j'avais vu le budget qui allait être déposé mardi et qu'il y avait dedans plus de 18 milliards d'impôts. Il y en a 19. J'ai dit la vérité, je regrette, j'aurais préféré avoir tort. Ah, mais il y aura un budget, ce sera le budget de M. Lecornu,
qui était le budget de M. Bayrou et qui était le budget de M. Macron et de Bercy. Donc ce sera un budget avec une hausse considérable des impôts, pas de baisse de dépenses, une dette qui part complètement dans le décor, des intérêts qui deviennent absolument insoutenables et une croissance défaillante. Parce que quand on lit les prévisions économiques du budget, on nous explique qu'en rajoutant 20 milliards d'impôts et en privant les retraités d'indexation, la consommation va augmenter et que la TVA va augmenter et que donc les recettes de l'État vont augmenter, c'est juste pathétique. Pathétique, voilà. Donc il y a un moment, franchement, moi j'invite collectivement les commentateurs et ceux qui parlent de ce budget à arrêter de relayer de telles inepties. Évidemment, quand vous mettez 20 milliards d'impôts sur le dos des gens et que vous privez les retraités de 3 milliards d'euros de pension de retraite, la consommation ne va pas augmenter. Et donc la TVA va baisser. C'est tellement évident que je sais. En fait, il y a un moment, je ne sais même plus comment, il faut bien le dire, garder mon calme. Non, je ne me sens pas du tout seul. Déjà, on se sent solidaire des députés Rassemblement National et de l'UDR autour de Marine Le Pen et d'Éric Ciotti. Et surtout, je pense que nous avons le soutien massif des Françaises et des Français, massif des entrepreneurs, massif des retraités, et y compris sans doute de plus en plus de gens qui peut-être s'interroger sur nos analyses économiques et financières et qui se rendent compte qu'en fait nous leur disions la vérité et que le Mozart de la finance est en train de célébrer le requiem de la France. L'UDR et le RN, c'est très loin d'une majorité. Comment est-ce que vous comptez peser aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Écoutez, je crois que nous pesons beaucoup. Nous sommes le premier parti, le groupe Rassemblement National est le premier groupe. Nous faisons quand même intellectuellement ici la pluie et le beau temps. On ne parle que des sujets du Rassemblement National. Ce n'est pas les thèmes de gauche qui sont au centre des débats dans le pays, si ça vous avait échappé. Ce sont uniquement les thèmes que met le Rassemblement National. Donc évidemment, l'immigration, la sécurité, les finances publiques, la justice sociale, la relocalisation industrielle, l'agriculture. Tout ça, ce sont des thèmes que Marine Le Pen a mis au cœur de son identité politique il y a 15 ans. Ce n'était pas les thèmes de Mélenchon. Merci. Attendez, juste, s'il vous plaît, monsieur, votre aide 2 secondes. Vas-y, change. Tu veux faire chier? Non. Non, je vais le faire. Change la batterie. Tiens, sur ça. Je ne vois pas comment le gouvernement irait mobiliser une majorité pour les faire passer. Donc maintenant, la bataille du budget, ça va consister à faire en sorte que ce qui est sur le papier se concrétise et qu'on arrive à battre ces deux budgets qui sont absolument catastrophiques pour le pays, pour les Français, pour les assurés sociaux, pour les salariés, pour tous les travailleurs en général, et de faire en sorte que ce soit le plus vite possible pour que de nouveau se pose la question de la survie de ce gouvernement et donc d'une autre motion de censure. Autrement dit, j'estime que après le résultat de ce matin, ce gouvernement est en sursis, un sursis très court, et que la bataille finalement ne fait que commencer. Voilà. Mais je vous dis une chose, c'est que bien évidemment, pour notre part, nous ferons notre travail de parlementaire comme nous l'avons toujours fait pour essayer de faire en sorte de passer des morceaux du programme du NFP dans ce budget. Mais le gouvernement amorce ce budget en ayant bien l'intention de ne pas changer tous les équilibres de ce budget, c'est-à-dire de ne pas transformer ce budget. Et je crois qu'il préférera, si jamais il voit qu'il ne peut pas, il préférera le fait de dépasser les délais pour le passer par ordonnance, qui est à mon avis un de ses objectifs qui lui permettrait de faire adopter les budgets initiaux. Voilà, donc on va essayer de ne pas lui faciliter le travail, d'où un nombre d'amendements restreint, mais dans tous les cas, je pense absolument impossible, et j'invite aucun groupe de gauche à semer des illusions sur l'idée qu'on pourrait à la fin forcer ce gouvernement à accepter un budget qui tout d'un coup deviendrait un budget de gauche ou progressiste. Voilà, c'est la raison pour laquelle, tout en faisant du travail parlementaire, je pense que notre objectif à nous tous, ça doit être de maintenant battre ces budgets, encore une fois, qui sont catastrophiques. On ne peut penser que, par exemple, si je prends le projet de loi de finances de la sécurité sociale, l'amendement qui contient un simple sursis pour la réforme des retraites et non pas une suspension, parce que le 1er janvier 2028, cette réforme reprendrait son cours,
suffirait à avaler par ailleurs un budget qui prévoit le doublement des franchises médicales, qui attaque les assurés sociaux, qui attaque la santé publique, etc. Donc, sauf si le Parti socialiste décidait de voter un tel budget, je ne vois pas comment il passe. Donc aujourd'hui, je vous le répète, la bataille du budget commence et l'objectif, ça va être de battre ces budgets. En tout cas, ils sont dans un jeu de dupes. Alors si je suis gentil, je vais dire qu'ils sont dupes. Voilà. Et le seul problème, c'est que ce type de jeu de dupes, moi ce que je crains, c'est que toutes les victimes soient les Français. Voilà. Et ça, c'est inacceptable. C'est bien pour ça qu'on ne compte pas s'arrêter là. Je pense que le résultat de ce matin montre que dans les semaines à venir, on peut battre ce budget, c'est-à-dire battre ce gouvernement, et donc réimposer un retour aux urnes. Merci. Comment ? Je n'ai pas entendu. Parce qu'aujourd'hui, il nous a manqué 18 voix. Je vous dis, je le constate. L'objectif était bien de le battre aujourd'hui. Donc maintenant, le battre la manière de le battre pour la prochaine fois, à partir du moment où il n'y a pas de 49.3, donc il faut remarquer que le 49.3, c'est aussi pour le gouvernement éviter des motions de censure. Donc ça veut dire que le prochain, la manière de le battre pour la prochaine fois, ça va être les budgets. Donc il va falloir faire en sorte de battre les budgets. Mais on est sur le principe, on est pour une 6e République, donc on n'est pas pour qu'on puisse décider de vote sans le vote de décision sans le vote de l'Assemblée nationale. Mais là, pour le coup, en retirant le 49.3, à partir du moment où le gouvernement garde par exemple l'article 40, qui lui permet d'éviter quasiment tous les amendements qui permettraient des dépenses. Bon. Et ça, il nous a dit qu'il ne comptait pas lever les gages sur l'article 40. Excusez-moi la technique, mais en gros, il va s'en servir pour corseter le débat. À partir du moment où il a aussi la possibilité, au-delà des délais, de faire passer le budget par ordonnance, on voit bien qu'il a plein de ceintures de sécurité pour arriver à passer son budget. Donc je crois que là encore, l'utilisation du 49.3 tel que le prévoit M. Lecornu est aussi un leurre dans lequel, à mon avis, il ne faut pas tomber. Et c'est pour ça que je vous dis, en tout cas pour France Insoumise, l'objectif, ça va être de battre ses budgets. Écoutez, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de militants du PS qui en font toujours partie parce qu'ils ont exprimé leur désaccord. Et ça, c'est une source d'espoir pour l'avenir. Et nous, on les invite à rompre et à rejoindre tous ceux qui vont continuer à se mobiliser sur le programme du NFP. Merci. Merci. Monsieur Coquerel, Monsieur Corbière. Entre les deux trois. À qui je parle? Pardon. On passe de vous. LCP. Il y a une rivalité. Voilà. Oui, alors, monsieur n'est pas passé au c'est à nous, Non, c'est passé très près. Ça montre bien, même de manière déformée, l'extrême tension qui traverse le pays et cet hémicycle, ce qui est bien normal. J'ai voté la censure. Je pense que c'était un signal qu'il fallait envoyer qui me semble au diapason avec la colère qu'il y a dans le pays, en particulier contre le président de la République. Le Cornu 2, c'est la manifestation de l'autoritarisme de Macron qui s'entête. Bon, on va maintenant rentrer dans un débat budgétaire. Je considère que le débat sur les retraites est un bouger que je ne veux pas mépriser parce que pour beaucoup de gens, ça a une conséquence concrète. Mais j'ai peur, au vu, y compris de la technique choisie par le Premier ministre pour que cela avance, on n'y arrive même pas. C'est-à-dire qu'il faudrait que le PLFSS soit adopté pour qu'éventuellement ce petit bouger, comme dit Gabriel Zucman, soit obtenu. Donc on peut se retrouver au mois de décembre dans une situation quasi à l'identique et d'une censure nouvelle du gouvernement. Je lance un message, je suis un unioniste, je reste un unioniste. Il faut l'union de l'ensemble de notre camp, je parle comme militant du nouveau Front populaire, de la gauche et des écologistes. Et si ce désaccord stratégique de fond, que je ne veux pas minimiser, que j'ai eu avec les socialistes, a pour conséquence que nous sommes fracturés, ce serait une double victoire du camp de Macron. Donc désaccord aujourd'hui avec mes amis du Parti socialiste, je pense qu'il fallait voter la censure. Désormais, débat budgétaire, il va falloir se battre pour emporter des victoires. Mais quoi qu'il arrive dans les échéances qui auront lieu, en particulier les échéances sociales mais aussi électorales, je crois que nous devons maintenir un front social uni pour une autre politique et en finir avec le macronisme, ce qui arrivera bien vite.
Non, mais il y a un désaccord stratégique aujourd'hui qui n'est pas sans conséquence. Les députés socialistes pensent qu'il y a une chance et qu'on va gagner des choses. Je leur réponds, regardez, pour obtenir des choses, il faut, et en particulier le débat sur les retraites, l'amendement qui fait tant parler sur les retraites de suspension, il faut que l'ensemble du PLFSS soit adopté. Ce qui, avouons-le, dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, je ne suis pas convaincu que ce soit un bon PLFSS adoptable. Sans compter qu'après, ça partira au Sénat, ça reviendra ici. Bref, il y a beaucoup d'embûches. Voilà, donc je continue à plaider d'abord que le désaccord que j'ai, c'est que maintenir le corps nu, c'est dire non à ce que ce soit un gouvernement de gauche et écologiste qui aurait pu avoir la main, lui, pour conduire une véritable abrogation de la réforme des retraites. Car le débat, ne tournons pas autour du pot. Ce qu'attendent les Français, c'est une abrogation. Si une suspension de quelques mois est un pas vers cela, pourquoi pas? Mais je dis qu'on va rentrer dans un débat budgétaire complexe, durant lequel il n'est pas encore évident que cela se conclue, ne serait-ce que par cette suspension. Donc face à cette complexité, moi j'ai fait le choix de faire simple, de plus compréhensible pour des millions de gens. Je vote la censure car de toute manière, l'existence même d'un Le Cornu 2, Le Cornu 3, appelez-le comme vous voulez, est toujours en fait le masque d'Emmanuel Macron qui s'arc-boute à accaparer le pouvoir, à ne rien lâcher, alors qu'il subit défaite sur défaite et il est de plus en plus rejeté dans le pays. Mais de toute manière, désormais, je suis encore député, il y a un débat budgétaire qui va avoir lieu et je mènerai la bataille avec, je l'espère, l'ensemble des députés du nouveau Front Populaire pour que le budget soit le moins mauvais pour les gens et voire même très bon. Je réponds à une autre question. Je ne veux pas d'une victoire d'Emmanuel Macron. La victoire d'Emmanuel Macron, la double victoire d'Emmanuel Macron, serait le fait que, temporairement, de mon point de vue, son gouvernement reste encore en vie, politique j'entends, et ce serait aussi une défaite pour nous, si nous nous divisions sur cette affaire. Macron ne veut qu'une chose, c'est la fracturation du nouveau Front Populaire, la division de la gauche et des écologistes. Il rêve de ça, il veut cela. C'est la raison pour laquelle il a dissous après les européennes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il continue à agir en pensant que nous sommes divisés. Je dis à tous mes amis, de l'ensemble du spectre politique du NFP, à mes amis de la France Insoumise, à mes amis socialistes, ne nous divisons pas. La division, c'est le cadeau à Macron. Aujourd'hui, là, je pense qu'il est heureux de cette non-censure, mais ne le rendons pas encore plus heureux en disant désormais nous sommes irréconciliables. Moi, je reste un homme de l'Union, même si, je l'accorde, c'est plus compliqué aujourd'hui parce qu'il y a eu un désaccord stratégique sur des questions quand même importantes aujourd'hui. Bon, il faut continuer à se battre. Vous savez, l'Union reste un combat. Mais Emmanuel Macron, toutes ses victoires, il ne les remporte que grâce à une chose, les institutions autoritaires de la Ve République. Macron, c'est rien. C'est un homme bunkérisé dans des institutions antidémocratiques. Voilà. Alors, il fait des institutions, l'irresponsabilité du président de la République lui permet de rester, alors que l'ensemble du pays souhaite qu'il parte, alors que l'ensemble du pays souhaite qu'il y ait un autre Premier ministre, lui, il a le droit de faire ça. Donc, pour laquelle... Pardon ?